Merci beaucoup, Monsieur Renaud. Bonjour à toutes et à tous. Mon intervention comprend d'une partie dont je parle un peu de moi et mon histoire personnelle concernant la musique live. Dans la deuxième partie, je vais expliquer mes motivations de mener une étude sur les échanges économiques de la musique live et de publier un ouvrage universitaire sur la matière. Dans la dernière partie, je vais vous donner un résumé du livre et j'espère dans la session questions-réponses du webinaire pouvoir partager avec vous ma vision de coopération entre les Antilles françaises et la Caraïbe pour faciliter le développement des échanges économiques culturels pour les deux régions. OK. Donc, je vais vous confier un secret sur moi. Je ne me sens pas à l'aise parler auprès d'un public comme je fais actuellement. C'est parce que je suis à la base timide. Ma mère me taquine souvent en disant que je suis un peu ermite, plus à l'aise à la lecture et l'écriture. Pourtant, je suis bien la contradiction lorsqu'il s'agit de la musique live. Ma passion pour la musique live me permet de vaincre ma timidité. Chez ma mère, cet aspect de ma nature n'est pas étonnant. Elle me dit souvent que lorsque j'étais bébé, j'ai prouvé mes compétences en musique live en babillant des chansons qui passaient par la radio. Mon amour pour la musique live progressait au cours de mon enfance. À l'école primaire, je chantais en tant que soliste au concert et puis lorsque j'avais 8 ans, je me suis inscrite au concours d'amateurs consacré aux enfants s'appelait 12 and Under. La traduction, les moins de 12 ans. À ce concours télévisé, je me suis classée 3e au préliminaire. Yay! Je ne me suis pas placée au final, malheureusement. En terminale, lorsque j'étais parmi les seules filles dans un collège de garçons, on m'a proposé d'être chanteuse dans la première édition du concert du collège. Je me souviens de ma chanson au concert. Il s'agissait d'un titre It's a Beautiful Life ou en français La vie est belle par le groupe suédois Ace of Base. Toute ma timidité lors de ma mise en spectacle disparaissait et puis en jugeant la réponse des spectateurs, il semblait que j'ai bien ambiancé le concert. Il est possible que ma mise en spectacle qui ambiançait les spectateurs était grâce à mes années de répétition au sous-sol de ma maison tout au long de mon adolescence. Au sous-sol, je me mettais la musique bien fort portant ma microphone et haut-parleur pour chanter en voix haute les chansons du groupe irlandais The Cranberries, le groupe house techno hollandais Two Unlimited, l'artiste britannique Jamiroquai et ma propre interprétation du Dingolé par The Mighty Shadow de Trinidad et Tobago. Certes, ces répétitions auraient dérangé mes voisins. Néanmoins, je continuais de faire ces répétitions ayant bon espoir de m'installer en Europe un jour pour suivre une carrière de chanteuse de la musique house techno comme le groupe Two Unlimited. Mais bon, vu d'où je suis aujourd'hui, on remarque qu'évidemment, ma carrière rêvée ne s'est pas matérialisée. Pourtant, ma carrière actuelle est bien adaptée pour moi, car j'adore la recherche et la rédaction. Alors, même avec ma transition entre adolescente et jeune adulte, ma passion pour la musique n'a jamais cessé. Ayant pris un repos de 2 ans suite à la fin de mes épreuves A-Levels, l'équivalence du bac, j'ai suivi un BTS en gestion du tourisme et je me suis remise dans la scène de la musique, mais cette fois-là, en tant que stagiaire à la commission de festival à la Dominique. Mes responsabilités étaient de donner le soutien logistique à la direction chargée d'organiser cet événement, The World Creole Music Festival.
J'ai bien aimé ce stage. Mon expérience à la Dominique me laissait vraiment connaître la musique créole. À la Dominique, j'ai découvert pour la première fois la musique des Antilles françaises et la musique de l'Haïti, telle que la musique d'Orlan, Foukli, Karimi, Tivai, Sweet Mickey, Tabou Combo et Eric Rigal. Je me souviens des moments de bavarder avec la chanteuse célèbre dominicaine Lady Ophelia, qui travaillait au même bureau à l'époque. Elle m'a même offert un CD de son nouvel album à l'époque dont l'une des chansons était titrée Chanson d'amour. Et puis, le directeur de la DFC, Monsieur Jeffrey Brisbane, m'a présenté au chanteur dominicain du Grand Max, Jeff Joseph, qui lui a rendu une visite au bureau. Pendant mon séjour à la Dominique, je suis bientôt devenue amie avec une stagiaire martiniquaise en écologie qui, comme moi, faisait son stage au Centre national du développement de la Dominique, le NDC, et qui, comme moi, adorait la musique live. Avec elle et autres jeunes amis de la Dominique, je fréquentais les concerts et les soirées avec les artistes sur scène, tels que Michelle Anderson et son groupe, et autres artistes émergents. Mon amour pour la musique live continuait lorsque j'habitais en France pendant 7 ans. Lorsque je faisais mes études supérieures à la fac de Grenoble et plus tard à Lyon, j'étais chanteuse dans un groupe du funk soul. Je crois que l'un de mes compères de ce groupe a toujours une vidéo de moi pendant nos répétitions. De plus, je fréquentais plusieurs concerts, festivals et soirées de la musique live. À Lyon, je voyais pour la première fois en live Karimi et T-Vice dans une salle de concert, ainsi que Admiralty et Nicole dans une boîte de nuit entière au centre-ville. Pareil à Grenoble. Je me souviens de convaincre mes collègues métropolitains et maghrébins de la fac de faire une soirée en groupe dans une boîte de nuit africaine pour voir live en groupe ivoirien et on se sent bien amusé. Je vous raconte mes expériences personnelles pour qu'on comprenne la genèse de mon intérêt dans la musique live. Alors, possiblement, vous vous interrogez sur cette question. Pourquoi j'ai combiné la musique live et les échanges économiques en tant que sujet de thèse dont j'ai commencé en 2015 et plus tard en tant que sujet de livre universitaire? Parce que j'ai bien vu qu'on avait un besoin absolu de ce genre d'études. Et puis, permettez-moi de m'écarter un peu du sujet, mais je me sentais vraiment encouragée lorsque j'ai vu le chanteur britannique Elton John faisait un appel pour plus de recherche et la récolte de données de la musique live. Mais bon, je reviens au sujet original. J'ai commencé mes recherches doctorales en 2015 et puis plus tard, j'ai écrit ce livre sur les échanges internationaux en musique live caribéenne parce que je remarquais la nécessité d'aborder ce sujet. Il y a 16 ans, un accord économique interrégional a été signé entre le CARICOM, CARIFORUM et l'Union européenne, s'appelle l'accord de partenariat économique. L'accord a été signé pour faciliter les échanges des biens et des services entre les régions. Compris dans cet accord étaient les échanges des services divertissement tels que la musique live, et puis, pour que ces échanges soient développés, un protocole s'appelle le protocole pour la coopération culturelle était intégré dans cet accord. L'objectif principal de ce protocole est encourager des activités à but non lucratif
qui favorise les échanges économiques des services culturels entre l'Union européenne et le CARICOM-CARIFORUM. Pourtant, depuis la formalisation de l'accord de partenariat économique signé en 2008 par les pays de l'Union européenne et le CARICOM-CARIFORUM, et depuis l'intégration d'un protocole pour la coopération culturelle dans cet accord, les échanges économiques de la musique live entre les Antilles françaises, qui font partie de l'Europe, et la Caraïbe anglophone restent toujours peu développés. Je voulais rechercher pourquoi. Je m'interrogeais sur les facteurs possibles qui opposaient les échanges économiques des services culturels entre l'Europe, compris les Antilles françaises, et la Caraïbe anglophone indépendante. Est-ce qu'il s'agit des différences géopolitiques, géographiques ou technologiques? Ou bien, est-ce qu'il s'agit des problèmes culturels, comme les différences de langue ou les différences en tendance de consommation ou des divergences juridiques spécifiquement vis-à-vis de la gestion des droits d'auteur? Donc, afin de pouvoir mieux comprendre pour quelles raisons les échanges économiques en musique live entre l'Europe et spécifiquement les Antilles françaises et la Caraïbe anglophone restaient peu développés, j'ai décidé de mener une étude scientifique sur la matière. Ainsi, j'ai conçu un cadre théorique et une méthodologie empirique pour découvrir quels facteurs avaient des effets robustes sur les échanges économiques de la musique live entre les Antilles françaises et les pays indépendants anglophones des Caraïbes. De plus, autre raison qui m'a motivé de mener des études et plus tard publier un livre sur les échanges internationaux de la musique live des Caraïbes, malgré ma timidité, était ma foi en mes compétences requises de pouvoir réaliser ces deux projets. J'ai raisonné que mes habiletés multilingues en anglais, français et espagnol, ainsi que mon master en commerce international, langue étrangère appliquée, de l'Université Lyon 2, m'ont fait qualifier de mener une étude ou susciter des discussions autour de l'impact de la consommation, la technologie, la facilitation des échanges, le système juridique, les différentes linguistiques, ainsi que les facteurs géographiques et géopolitiques sur les échanges sud-sud et nord-sud de la musique caribéenne. Je pensais que mes compétences combinées en commerce international et langue étrangère importantes afin de mener une étude détaillée qui aurait exigé que le chercheur ait maîtrisé la langue officielle du pays où l'étude soit réalisée. Une telle maîtrise aurait permis aux chercheurs de lire des rapports financiers, des journaux, des publications universitaires, des codes parlementaires et législatifs pour avoir des connaissances profondes du contexte socio-économique du pays. La maîtrise des langues aurait été nécessaire pour se réunir avec des cadres qui aient travaillé dans le développement des échanges interrégionaux. La maîtrise de langue aurait été également importante pour sonder les acteurs dans la musique. D'ailleurs, j'ai raisonné que la maîtrise de langue officielle du pays d'accueil aurait été importante pour sensibiliser les publics concernés sur les objectifs de mon étude afin qu'il ait eu confiance en moi pour se faire sonder. Donc, il aurait fallu surmonter ma timidité, me faire interviewer par les médias et interviewer dans les conférences universitaires, intervenir dans les conférences universitaires et des tables rondes organisées par les centres de coopération en utilisant
la langue officielle du pays. C'est précisément ce que j'ai fait. Je suis intervenue dans la conférence Caribbean Week. Je pense que vous saviez bien, organisée par le Conseil régional en 2019. Je suis également intervenue à l'Université de Rennes en 2008 et je me suis fait interviewer par des médias guadeloupéens. Je participais aussi dans les webinaires et les tables rondes organisées par l'association de coopération telle que la CORECA. De plus, ma prise de décision de mener une étude sur les échanges internationaux de la musique live de la Caraïbe était inspirée par la qualité de classe internationale de la musique caribéenne, ce qui est incarné par les mises en spectacle de Bob Marley de la Jamaïque, la Cassave de la Guadeloupe, Rihanna de la Barbade, la chanteuse du Broadway Heather Headley de Trinidad et Tobago et le Mighty Sparrow de Trinidad et Tobago. Aussi, le fait que les musiciens du style band de notre région font des tours en Europe et en Amérique du Nord donne la preuve de la richesse de talent de la Caraïbe. Ainsi, avec tels exemples du talent incroyable en musique live de notre région, vous pourriez maintenant comprendre pourquoi je me préoccupe de trouver des moyens de faire développer les échanges internationaux de la musique live caribéenne, les Antilles françaises incluses. Mon profond engagement en faveur du développement des échanges internationaux de la musique live caribéenne est aussi motivé par mon envie de soutenir l'esprit d'entreprise dans les jeunes communautés urbaines et ruraux de la Caraïbe, qui sont fortement impliqués dans l'industrie de la musique. Certes, plusieurs diraient que ce sont souvent les jeunes Caribéens marginalisés qui sont les novateurs musicaux. La musique style band, le reggae et le hip-hop, et en parenthèse, le hip-hop a ses origines dans les jeunes communautés caribéennes de New York, ainsi que le dancehall sont tous des genres musicaux conçus par les jeunes communautés caribéennes ou le diaspora au nord. Néanmoins, malgré le talent incontournable de la Caraïbe, la réalité est que plusieurs artistes émergents et autres acteurs dans la musique ne réussissent pas de percer les marchés intra-régionaux et extra-régionaux du Sud et du Nord. Et permettez-moi de m'écarter un peu du sujet, mais dans mon livre, je discute les problèmes pour les artistes franco-antillaises de percer les marchés en hexagone, possiblement dû aux considérations de race et d'ethnicité. Mais pour pouvoir revenir au sujet, le but de mon livre International Trade and the Music Industry, Live Music Services from the Caribbean, est contribuer aux discussions actuelles qui interrogent les pourquoi et le comment le problème de marché chez les artistes émergents caribéens existe et proposer des nouvelles voies d'études pour explorer quels sont les facteurs qui ont des effets sur ces échanges de musique live caribéenne. Le livre présente aussi un modèle de recherche scientifique aux décideurs qui cherchent des moyens innovateurs pour la récolte de données empiriques sur les échanges de la musique live des données. Des données qui tristement sont souvent manquantes à cause de plusieurs raisons, ce qui sont énumérées dans mon livre. Pourtant, l'accès à ces données sont primordiales pour la mise en œuvre des bonnes politiques pour le développement des industries culturelles comme la musique live. En ce qui concerne comment ce livre fomente des discussions sur les nouvelles voies d'études sur les échanges de la musique live caribéenne, il est fait par l'utilisation d'une approche interdisciplinaire. Dans ce livre, on trouve des thèmes tels que, numéro 1, une analyse comparative
de la commercialisation de la musique populaire live de la Corée du Sud, autrement dit K-pop ou K-pop, peut-être en français, et la musique live de la Caraïbe. Numéro 2, un examen des effets que les accords économiques et les priorités diplomatiques divergentes sur les échanges interrégionaux de la musique live entre l'Europe, les Antilles françaises inclus, et les pays indépendants de la Caraïbe. Numéro 3, le rapport entre la diplomatie soft power et les échanges internationaux de la musique live entre le Nord et le Sud. Numéro 4, l'importance d'explorer comment les sujets de race et d'ethnicité affectent les échanges intra-régionaux et extra-régionaux de la musique live entre le Nord et le Sud. Numéro 5, l'emploi de la technologie pour le développement des échanges internationaux de la musique live entre le Nord et le Sud. Numéro 6, la proposition d'un modèle d'une méthodologie empirique pour la menée des études en échanges internationaux de la musique live. Numéro 7, des recommandations pour franchir les barrières de langue afin de développer les échanges internationaux de la musique live caribéenne, antillaise, dans les marchés du Sud et du Nord. Et numéro 8, une proposition pour l'harmonisation des systèmes juridiques divergents entre les Antilles françaises et la Caraïbe anglophone afin de faciliter les libres échanges de la musique live. Le livre, même s'il s'agit d'un livre évalué par des universitaires internationaux, est une lecture bien agréable et facile pour tout public. Lorsque j'écrivais ce livre, je voulais employer un style d'écriture qui rendait sa lecture plaisante et relativement courte. Et donc, si vous avez plus d'informations comment acheter, vous pouvez me contacter. Et à ce stade-là, mon discours est terminé et je vous remercie pour votre attention. Merci donc, Lisa, pour cette présentation. Alors, très rapidement, je crois qu'à partir de son parcours et de son expérience personnelle, elle a bien mis en évidence les problématiques et les difficultés pour un réel échange, mais surtout, je crois, c'est la question fondamentale de la légitimité, de la reconnaissance même de la créativité dans notre région qui est posée. Et pour poursuivre le débat à ce niveau, nous avons deux invités que je vais présenter très rapidement. Eddie Compère, qui a une belle expérience dans le management de la musique live, qui était au niveau de Kassav, qui a participé à la mise en place du fameux Festival Terre de Blues à Marie-Galante, qui est aujourd'hui donc directeur de l'établissement culturel Sonis. Alors, Eddie, quand tu entends tout cela aujourd'hui, par rapport à ton expérience sur ces questions de créativité, sur ces questions d'échange, quel est ton point de vue? Alors, je voudrais déjà remercier Lisa Gordon pour l'excellent travail qui a été produit et la nécessité justement de se pencher sur cette problématique de l'échange entre nous, nos cultures et le monde, et même l'échange interrégional. Cette problématique se pose depuis des années, et cette problématique aussi met en lumière, à mon avis, deux circuits qu'il faudrait emprunter. Comment se placer au niveau de la sphère privée en matière d'économie culturelle, et comment se placer aussi dans la sphère publique en matière d'action. Donc, ces deux éléments, à mon avis, n'est pas essentiel pour comprendre le marché et pour comprendre les freins et pour comprendre aussi quelles seront les voies à prendre
outrepasser ces difficultés et franchir les barrières qui nous entourent, nous, la Caraïbe, à travers notre culture. La première chose que je dois dire, que notre culture est essentielle dans la sphère mondiale. Notre culture influence énormément, on parle de musique, la musique mondiale. On retrouve dans nos signatures musicales, beaucoup de nos signatures se retrouvent aux États-Unis, se retrouvent en Afrique et se retrouvent aussi en Europe. Un exemple concret, la kizomba, c'est la petite fille du zouk. Oui, Et qui se retrouve dans des pays lusophones d'Afrique. On retrouve maintenant, parmi beaucoup d'artistes de pop aux États-Unis, cette signature rythmique que nous avons, c'est-à-dire le petit bois, le tac, 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 on le retrouve aujourd'hui dans cette signature. Donc, ce qui veut dire que nous parlons déjà au monde. Par contre, nous ne savons pas que nous parlons déjà au monde en matière de musique live. Et je reviendrai sur un élément que Madame Gordon a cité, c'est la Corée du Sud. La Corée du Sud, c'est justement ce que je disais tout à l'heure là, c'est une adéquation entre une politique publique de vouloir procéder à l'expansion d'une culture coréenne, accolée et ajustée à une politique privée. Et ça a donné cette puissance du K-pop qui a pris naissance en Corée du Sud et qui s'exporte au niveau mondial.